Tout d'abord, puisque je vais faire quelque chose de très bref, Fred. À tout de suite. Eh bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre accueil et signaler, parce que vous ne l'avez pas fait, sans doute par modestie, que le Centre des Arts d'Enghien présente une magnifique exposition de et sur Fred Forrest, qui vient s'ajouter à cette rétrospective que nous venons de voir, laquelle d'ailleurs est complétée, je le signale, par un très beau catalogue qui a été publié par ce centre, mais dont Fred est l'auteur lui-même. L'artiste a fait lui-même le catalogue, ce qui, je crois, est une très bonne chose. Le travail de Fred Forrest m'intéresse beaucoup, et à plusieurs titres, au moins à 3. Premier titre, parce que, comme d'ailleurs un certain nombre de mes collègues, je crois que le travail de Fred Forrest est un vrai travail de laboratoire. Et comme tout chercheur, nous avons besoin de terrain et de laboratoire. Et je crois que ce que fait Fred est très utile pour que nous comprenions, pour que nous ayons l'intuition d'un certain nombre de phénomènes qu'ensuite, évidemment, nous allons vérifier avec nos méthodes et nos approches. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le travail de Fred, comme d'ailleurs le travail d'un certain nombre d'artistes, de ce point de vue-là, il n'est pas le seul, mais quand même, le travail de Fred flirte avec les médias et les industries culturelles. C'est-à-dire qu'il essaie d'y rentrer, il essaie de les détourner, de les perturber, et ce faisant, eh bien, il intéresse directement les industries culturelles qui reprennent son travail. On aura l'occasion, par les interventions qui vont être faites, de voir un certain nombre de cas où de très grands médias ont repris le travail de Fred Forrest. J'aimerais te demander, Fred, l'homme média, numéro 1, c'est quoi? Autre chose, une troisième étape, la récapitulation de tout ce que nous avons vu, ou quoi d'autre? L'homme média, vous l'avez devant vous, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que j'étais moi-même un média, et j'ai utilisé les différents médias pour me donner un prolongement personnel dans l'espace de la communication, dans l'espace social et dans l'espace critique que je mets en œuvre. J'ai toujours considéré que
Même les articles qui me concernent, mais que je n'ai pas moi-même signés, font partie de mon travail. Tous les articles qui ont pu se produire sur les journaux, etc., qui sont innombrables, pourraient être exposés ici, et je me les approprie comme étant mon travail. L'homme média numéro 1 est devant vous. Pourquoi l'homme média? Parce que, en tant qu'artiste, les médias ont été mon pouvoir, puisque je me suis inventé tout seul, sans l'appui des institutions, vous le savez, culturelles, et je me suis inventé la première fois en 1972 en publiant cet espace blanc dans le journal Le Monde. À Sao Paulo, tu louais les services d'Homme Sandwich, en somme. Maintenant, c'est toi l'Homme Sandwich. Oui, bon, mais Sao Paulo, c'est une longue histoire qui mériterait plusieurs débats. Raconte-en un peu. Alors, Sao Paulo, j'ai été invité à la Biennale de Sao Paulo en 1973 par le professeur Wilhelm Flusser, et qui m'a introduit auprès des journalistes à l'époque. Et étant donné le travail critique que je devais développer, j'ai intéressé les journalistes. Pourquoi? Parce que le Brésil, à cette époque, était sous l'emprise d'un régime militaire très dur, et les journalistes qui ne pouvaient pas s'exprimer librement ont vu à travers moi la possibilité de le faire. Donc, une journaliste qui s'appelait Rada Abramo a réuni, qui était une amie de Flusser, a réuni quelques journalistes pour que je leur explique quelles étaient mes intentions. Mes intentions, c'était d'abord, dans le cadre de la Biennale et de mon stand, d'installer 10 lignes de téléphone munies de répondeurs, et de proposer au public de téléphoner et de s'exprimer librement. Et c'était donc déjà une utilisation d'un espace extérieur à l'espace de la Biennale que j'utilisais. Et sous un régime dictatorial. Pardon? Et sous un régime dictatorial. Voilà, c'est ce qui est important, parce que cette action faite dans un autre lieu, sous un régime démocratique, n'aurait pas de sens. Bon. Et les journalistes m'ont aidé parce qu'ils m'ont donné une caution, ils m'ont donné la parole, et très vite, j'ai été... et très vite, et dans ces espaces, les gens s'exprimaient quelquefois politiquement contre le régime en place. Et au bout de quelque temps, les militaires se sont introduits dans l'exposition et m'ont intimé l'ordre de supprimer certaines des réponses, ce à quoi je me suis refusé. Mais les médias m'ont donné ce pouvoir qui, même vis-à-vis de l'institution culturelle qui m'avait invité, était plus fort. Parce que j'ai dit, l'artiste ne reste pas enfermé dans le ghetto de la Biennale, il va maintenant créer à l'extérieur. Et je suis parti dans l'espace urbain, dans l'espace public, avec des espaces blancs à remplir. Donc avec des hommes sandwich, hein? Oui, mais d'abord, c'était des papiers, j'étais dans les supermarchés, j'étais dans la rue, des papiers du format que j'avais pris, où les gens s'exprimaient. Et ensuite, j'ai trouvé moi-même dans la rue des gens qui portaient des pancartes. Ce n'étaient pas des hommes sandwich, c'était des gens qui portaient des pancartes avec des publicités qui étaient inscrites. Et l'idée m'est venue, comme beaucoup de ce que je fais, l'idée me vient de la réalité extérieure dont je m'approprie et que je détourne dans mes buts personnels. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ces hommes qui se sont... Alors il s'est passé, bon, il y a quelques images peut-être qui passent derrière moi, non, elles passent non, maintenant. Il s'est passé que... On peut le voir dans l'exposition. Oui, il s'est passé que au bout d'un quart d'heure, me promenant avec ces gens dans la rue, oui, je dois vous dire, c'est important que les étudiants ou les assistants qui faisaient ça dans le cadre de la Biennale avec moi ne pouvaient pas se permettre de jouer ce jeu, c'était trop dangereux pour eux. Mais il y avait un office qui louait les services de ces gens-là. Je me suis présenté à cet office et j'ai dit, pour demain, je veux une quinzaine de personnes avec des pancartes blanches. Et le lendemain, ayant annoncé et diffusé grâce aux journalistes nombreux qui étaient là, l'hygiène
pour hygiène, le blanc envahit la ville et je suis parti dans les rues de Sao Paulo. Et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, il y avait 2000 personnes autour de moi et la circulation bloquée pendant 2 heures dans le centre de Sao Paulo. Mais je ne lui ai jamais vraiment posé la question qui est savoir comment les jeunes générations reprennent éventuellement son travail, s'en inspirent, le font évoluer et ce qu'il en pense. Tu as 1 minute et demie, Fred. D'abord, je voudrais souligner le fait que la Galerie Germain, Xian Germain et Éric Germain ont été les premiers en France à présenter de la vidéo. Lors d'une exposition qui a lieu, si je ne me trompe, en 1973, bien avant la grande exposition de l'Arc, qui a été la première exposition de vidéo, la Galerie Germain a présenté avec des correspondants américains qui étaient Stefanotti et Anna Canepa, la première exposition de vidéo. Et je suis très fier parce que c'était les Américains qui occupaient le terrain à l'époque et j'étais dans cette exposition le seul Français. Et il y avait des gens vraiment importants comme Les Levin, Alain Capro, Denis Oppenheim, et Fred était le seul Français, effectivement. Alors Fred, la jeune génération, est-ce que tu en penses? Bon, par rapport à la vidéo? Non, par rapport à toute ta pratique. Non, la jeune génération, c'est passionnant pour elle parce qu'elle a un éventail de médias et avec le multimédia des possibilités de création extraordinaires. Mais je dois dire que, parce que je n'ai pas le recul non plus, que je suis assez déçu parce que dans ce que je vois, je ne vois rien de critique. Moi, la vidéo, c'était au-delà de l'art, un instrument épistémologique, comme disait Philippe Flusser, pour interroger la réalité sociale, la réalité politique. Et je vois la vidéo souvent utilisée que comme un instrument esthétique et je suis un peu déçu. Mais est-ce que j'allais dire, tes successeurs ou tes héritiers ne seraient pas du côté des hackers, par exemple? Les hackers ne travaillent pas avec la vidéo, ils travaillent mais, en général. Oui, oui, je pense que les véritables artistes d'aujourd'hui, ce sont des hackers. Ce ne sont pas les artistes du marché de l'art. Et ça serait chez eux que tu te retrouverais davantage? Oui, d'ailleurs, aux États-Unis, où j'ai passé 6 mois, on me traitait moi-même de hacker. Ça veut dire activiste, en fait. Oui, activiste. Exactement, pas de hacker, mais d'artiste activiste. Il y a un forum qui a fait un article sur moi où il me traite d'artiste activiste. Ce que je ne dément pas. J'ai eu envie de m'interroger sur, parce que c'est ce qui me frappe chez lui, sur sa façon de créer des formes sensibles. Une façon bien particulière de créer des formes sensibles. Parce que je dirais que finalement, dans son travail, il n'y a pas d'image. Enfin, du moins, on peut dire que s'il utilise dans la matérialisation de ses œuvres des images, en fait, celles-ci n'existent pas en tant qu'artefacts. Elles n'existent pas comme un modèle de substitution qui viendrait en lieu et place du réel. Par ce travail, un déplacement de la portée du geste artistique traditionnel, qui est donc d'inscrire justement une image sur la surface d'un support à l'aide d'un médium, et bien lui, donc, il déplace ce geste artistique vers, moi je dirais, c'est pour ça que je ne suis peut-être pas d'accord tout à fait avec ce terme de hacker, parce que il est tout à fait, justement, ce que j'ai fini par comprendre, un plasticien. Il fait des installations, il va installer un dispositif de communication, et cette fois, au cœur d'un espace, et qui est l'espace médiatique. Je voulais que tu me répondes, c'est-à-dire sur la nature
de cette expérience esthétique que tu proposes à tes lecteurs, qui deviennent parfois donc des contributeurs. Donc voilà, cette expérience, comment la définirais-tu? Et accessoirement, tu nous diras si tu suis la démarche métaphysique de Malevich. Là, moi, je te répondrai parce que m'a dit quelqu'un qui avait vu cet espace dans le journal Le Monde, et ce qui m'a comblé à l'époque, il m'a dit, j'ai jamais vu une surface aussi esthétique que ce plan. Et ça correspondait exactement à mes intentions. Pourquoi? Parce que, d'abord, j'ai choisi Le Monde pour cette première expérience, parce que dans Le Monde, vous avez une typographie très serrée, et j'imaginais qu'une rupture du blanc jouerait en contradiction intéressante. D'autre part, il y avait aussi, en faisant un blanc, le renvoi à la censure. Vous savez, pendant les guerres, les journalistes sont censurés et on n'a pas le temps de remplir les journaux d'autres informations et les espaces censurés restent en blanc. Mais une chose que je voudrais ajouter, ça semble facile de faire du blanc dans les journaux, mais c'est très difficile. Ça demande une énergie folle. Parce que, vous savez, on dit, il a fait ça à la télévision, dans les informations de Télémidi. Mais il y a toute une histoire, comment je suis arrivé à publier cette surface blanche. Bonsoir. Je connais Fred Forest depuis 30 ans et nous avons vécu ensemble une aventure intellectuelle, celle de l'esthétique de la communication que j'ai développée par la suite avec la théorie du sublime technologique et qui va manifester au fur et à mesure son contenu prophétique et sa vitalité actuelle. Je ne vais pas m'attarder ici sur la lutte contre le monde que Forest mène à partir de toujours.
Au revoir et merci de cet appel. Това е ръкавицата на предизвикателството. Поканата на Форест до председателя на българска телевизия господин Огнян Сефарев за дискусия на живо в Пекин. Tu pourrais peut-être proposer une action de participation à nos téléspectateurs. Oui, je vais bien essayer. Cela va peut-être illustrer notre propos directement, puisque en réalité, je disais que le public peut-être avait une certaine méconnaissance de l'envers du décor de la télévision, méconnaissance peut-être des moyens réels et technologiques de la télévision. Beaucoup de téléspectateurs ne savent pas qu'aujourd'hui, on peut les prendre directement en photo à partir de notre studio de télévision. Alors on peut essayer avec eux de faire cette expérience. C'est très facile. Bon, d'abord, il faut que je prenne mon appareil photo. Et puis alors, bien sûr, vous, chez vous, maintenant, il faut que vous vous installiez par rapport à votre poste en situation. Voilà, vous prenez une chaise, par exemple, vous pouvez rester debout. Alors, mettez-vous, voilà, c'est ça. Légèrement sur la droite. Attendez, là, vous mettez un peu de profil, vous arrangez un peu vos cheveux. Voilà, ne bougez pas. Attention, nous allons prendre la photo, hein, ne bougez pas. Je vous demande 1 minute de patience.
Alors ne bougez surtout pas, hein, il suffit de bien cadrer, ça demande simplement un peu plus d'attention sur le plan technique. Vous êtes prêts? J'y vais. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, ce qui est encore plus fantastique, c'est que vous allez pouvoir tous recevoir votre photo. C'est très simple, vous allez écrire à la RTB Liège, émission vidéographie, Palais des Congrès, 4000 Liège. Je dis bien RTB Liège, émission vidéographique, Palais des Congrès, 4000 Liège. C'est un détournement d'une exposition de Forest qui par le passé a beaucoup aimé à détourner les médias voilà. Et nous voici. C'est un détournement d'une exposition de Forest qui par le passé a beaucoup aimé à détourner les médias voilà. Et nous voici. Stop.